Bonjour, je suis Rémi Cresson, je travaille à l'INRAE et je vais vous présenter quelque chose qui ne concerne pas le deep learning. Bon, j'ai un tout petit peu exagéré. En fait, la présentation, elle parle d'exécuter des graphes computationnels de TensorFlow à l'intérieur de pipelines OTB. Donc en fait, on a tendance à assimiler TensorFlow au deep learning. C'est pas faux, mais c'est juste un sous-ensemble des graphes computationnels de TensorFlow. Donc voilà, je vais parler de tout ça, qui est comment est-ce qu'on lance sur des images géospatiales des graphes computationnels TensorFlow pour faire du machine learning ou bien des calculs sur les pixels. Alors, un graphe computationnel de TensorFlow, c'est un graphe avec des nœuds et des arêtes. Les nœuds, ils effectuent des calculs, et les arêtes, c'est des objets qui transitent en mémoire, et c'est bien souvent des tenseurs, donc c'est des boucles des tableaux multidimensionnels. Et donc, bon, cette petite animation qui vient du site de TensorFlow et vous montre un peu comment est-ce que ça transite dans les objets. Donc, en général, on a des entrées qui sont parfois appelées les placeholders. Et ces entrées sont connectées à des nœuds du graphe qui vont traiter les données. Et au final, on va arriver dans des sorties. Donc, c'est des tenseurs dont on peut récupérer la donnée qui a été produite. Et c'est ce qu'on fait avec l'application que je vais vous présenter. Voilà, donc si on prend un cas simple, voilà, ça c'est un modèle très basique un graphe computationnel qui fait un produit scalaire. Donc là, vous avez deux entrées, x1 et x2. Et puis là, bon, on a choisi de faire ça comme ça. On aurait pu faire une multiplication matricielle, mais là, on fait une multiplication terme à terme. Et puis, on calcule la somme sur la dernière composante du tenseur. Donc là, en entrée, x1 et x2, ce sont des placeholders qui réservent une place qui correspond à une image avec plusieurs canaux. Voilà, c'est pour ça qu'ici, on a trois dimensions. Donc une pour les lignes et colonnes et une pour les canaux, quoi. Voilà. Puis ça, c'est le nom des entrées. Et puis là, vous voyez qu'en fait, c'est un graphe, on appelle ça la programmation symbolique, je crois. En fait, vous faites un graphe comme ça, mais les calculs, ils ne sont pas faits maintenant. En fait, là, vous définissez juste la structure du graphe, et les calculs, ils sont faits après, plus tard, on va voir un peu comment. Donc voilà, c'est ça le principe. Donc c'est comme ça qu'on développe, donc c'est en Python, et c'est assez simple. Donc TensorFlow, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, c'est une librairie très optimisée qui fonctionne très rapidement sur des CPU, des GPU, des TPU et d'autres joyeusetés hardware. Et depuis TensorFlow 2, c'est assez facile à utiliser. Le TensorFlow 1, c'était un peu rugueux et les gens ils préfèrent un peu aller sur PyTorch. Et depuis TensorFlow 2, grâce à Keras, c'est devenu quand même plus friendly. Le désavantage, c'est que je pense aux gens qui package OTB, c'est un cauchemar à compiler, ça prend des heures et des heures. Et si vous le compilez pour qu'il tourne sur un GPU, ça va prendre 10 heures. Si vous voulez le compiler pour qu'il tourne sur un CPU, ça va peut-être prendre 1 ou 2 heures. Et c'est très long, il y a beaucoup de dépendances, c'est très difficile. Ça utilise Basel pour compiler en plus, donc c'est un truc... bref, c'est pas très sympa. Et, et donc, on peut lancer ces graphes computationnels dans OTB, dans des applis qui sont streamables, grâce au module OTB-TF qu'on a développé à l'INRA depuis 2018. Donc voilà, un Running TensorFlow Graph in OTB since 2018. Et bon, vous voyez que c'est un projet qui est sur GitHub, et c'est un miroir de ce qu'on a sur le GitLab d'INRA. Bon, il y a pas mal de gens qui l'utilisent, des contributeurs extérieurs qui de temps en temps viennent ajouter des trucs. Donc ça a l'air de prendre son chemin. Et en gros, à la base, l'idée, c'était de valoriser les résultats de la recherche issus de l'intelligence artificielle appliquée aux imageries géospatiales. Et c'était surtout pour mettre en production des choses que des chercheurs avaient développées. Voilà. Donc on utilise l'API C++ de TensorFlow pour... on utilise cette API dans le streaming donc OTB ITK pour pas casser ce précieux streaming qui est délivré par OTB.
Donc on a la possibilité d'appliquer des modèles de TensorFlow, de les entraîner. Donc pour ça, il y a différents filtres qui existent dans ce remote module et différentes applications. Et aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur l'application qui permet de faire ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire prendre un graphe et de l'appliquer. On ne va pas parler d'apprentissage parce que ce n'est pas une présentation sur le deep learning. Et voilà, ce qu'il faut retenir, ce qui est, je pense, le plus important là-dedans, c'est que ça préserve le streaming. Donc en fait, vous pouvez tout à fait utiliser le filtre qui fait l'inférence dans n'importe quel pipeline en C++ ou bien utiliser l'application en Python. Et vous pouvez appliquer ça sur des images de taille, ce que vous voulez. Bon, en gros, je passe vite fait là-dessus. Donc il y a différentes applications. Nous, on va parler surtout de celle-là. Et après, il faut savoir qu'il y a d'autres choses pour voilà, faire de l'entraînement. Ça, je ne vous cache pas que c'est bien pour des buts pédagogiques, mais quand vous êtes en situation opérationnelle et que vous voulez vous-même entraîner vos modèles, vous ne serez jamais mieux servi que par vous-même en codant votre truc en Python et en le lançant sur du cloud ou des clusters. Ça, c'est pas fait pour ça. Ça, c'est vraiment pour faire des cours à des étudiants en master, on va dire. Voilà. Je suis un peu méchant avec moi-même, mais c'est voilà. Une appli pour extraire des patchs dans les images, bon ça c'est pour le deep learning, et puis tout le reste là c'est pour le deep learning. À noter quand même qu'il y a un truc sympa, c'est que on peut connecter de fait très facilement les applis qui font l'inférence avec les autres applis d'OTB qui qui utilisent des classifieurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des classifieurs hybrides. Par exemple, on prend un réseau de neurones pré-entraîné, on ne fait même pas l'entraînement, et on va l'utiliser dans un pipeline qui va utiliser train image classifieur par exemple, et l'image classifieur pour faire la classif. Et au lieu d'utiliser l'image en entrée, on va utiliser des features de ce réseau. Donc ça permet de l'utiliser comme une sorte d'extracteur de features, à l'image des indices d'Aralic ou quoi, mais qui marche beaucoup mieux. Voilà. Et donc tout ça connecté en mémoire, donc sans créer des tonnes et des tonnes de fichiers. Et donc voilà. Bon après on va pas parler trop du reste, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc voilà, ce que je disais, ce qui est important, c'est le côté streamable des applications. Alors, par exemple, ça, c'est un pipeline qu'on retrouve souvent dans les applications qui utilisent des réseaux de neurones convolutifs. C'est-à-dire qu'on a des images en entrée. On fait éventuellement des calibrations, donc si on a du radar, si on a de l'optique, pourquoi pas, hein, il y a des gens qui s'affranchissent des calibrations. Et donc ça, c'est très bien, tout est beau, la vie est belle, on fait tourner notre modèle, on récupère la sortie, sauf qu'en fait, dans la réalité, on a souvent des no data, des trucs comme ça, et le fameux data cube dont tout le monde parle, c'est pas vraiment un cube, parce qu'en fait, la fauchée du satellite, il y a un gros bout d'image qui est en no data, donc il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est souvent, on calcule un masque de no data, donc un peu de bande math, de superimpose, de reset margin éventuellement, enfin de choses comme ça. On fait une érosion qui correspond à ce que les convolutions vont venir bouffer dans la partie qu'on ne veut pas. Et ensuite, on post-process ce qui sort du modèle ici. Donc là, ici, vous avez un modèle TensorFlow en entrée de ce bloc-là. Voilà, puis après, on va appliquer du no-data, etc., faire des stats, extracter ROI, faire des stats vecteurs avec zonage statistics, enfin, sortir in fine vos sorties thématiques. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve quand même assez souvent. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait assez souvent. On se retrouve à faire ce genre de choses. Et là, on est très content d'avoir des applis OTB, le streaming, l'API Python. Et voilà, là, il faut bien voir que de l'entrée à la sortie, il y a 0 fichier temporaire. C'est très pratique. Et puis, je parle un petit peu quand même de deep learning très vite fait. C'est qu'il y a quand même, depuis OTB et TF3, quelques classes Python pour les gens qui font du machine learning. Et donc, il y a des datasets qui peuvent être utilisés directement dans TensorFlow. Donc ça, c'est très pratique quand vous utilisez du cloud ou des clusters de calcul haute performance pour faire des entraînements de modèles distribués. Donc là, vous avez une classe qui permet de vous délivrer très facilement voilà, un dataset TensorFlow. Donc vous ne vous souciez pas de gérer d'itération sur vos données, sur vos patchs d'images. Alors, je vais donner quelques exemples d'applications de OTBTF qui, bon, en fait, ça parle un peu de deep learning, mais je vous promets, après on n'en parle plus. Alors, ça, c'est un projet que mène une société qui s'appelle la Télescope, qui consiste à cartographier des affleurements rochers en Franche-Comté. En fait, c'est les paysans qui cassent les cailloux dans leurs champs pour avoir des parcelles qui peuvent
utiliser, mais en fait ils n'ont pas le droit parce que ces cailloux ils hébergent de la biodiversité et c'est interdit de les casser. Voilà. Et détecter ces cailloux par télédétection, c'est un peu compliqué. Et donc voilà, il y a eu la DRAF, je crois, la DREAL Bourgogne-Franche-Comté qui a contacté cette entreprise pour cartographier automatiquement à partir d'images Spot-7 ces fameux cailloux. Donc eux, ils ont regardé, ils ont comparé des algos qu'il y avait dans l'OTB, donc du SVM, du Random Forest, et puis ils ont comparé avec des CNN, avec OTB-TF, et donc ils sont aperçus que ça marchait vachement mieux. Les CNN, ce qui n'est pas évident, parce qu'on peut mieux aller chercher le contexte des cailloux, parce que la radiométrie des cailloux, bah, forcément, ça va être un peu la même que l'urbain ou les routes. Vous voyez, là, il y a tous les chemins qui sont cartographiés. Enfin, voilà. Donc, avec les CNN, on a un feature qui est spatial, qui est un peu plus, qui marche un petit peu mieux. Une autre application, c'est la cartographie, la segmentation sémantique des bâtiments en France métropolitaine. Donc ça, c'est un projet de recherche à l'UMR Tétis. Donc pareil, avec des images spot 6.7 à 1,50 m. Et donc là, OTB-TF, il est utilisé sur les images spot directement, il n'y a pas de pan sharpening. Et on prend les canaux pancro et multispectral et on fait des convolutions à leurs échelles et ensuite on concatène les différentes features qui se retrouvent une fois qu'ils se retrouvent à la même résolution. On fait des upsamplings et des convolutions, enfin les convolutions transposées, et on arrive à la carte donc des bâtiments à 1,50 m, donc à la même résolution de la source qui a la résolution la plus élevée. Donc cette histoire de sources multiples, je vais y revenir un peu plus tard, c'est un truc qui est important aussi, un concept important dans OTB-TF. Et donc voilà, vous avez les scores ici, et si vous voulez aller voir les produits, vous pouvez aller sur le site de TEIA. Bon, c'est en fait, à chaque millésime, il y a une couverture entière de la France à 1,50 m, et donc l'intégralité du pipeline, il est codé en OTB, donc de la calibration des images Spot 6.7 à la carte finale qui est mosaïquée. On mosaïque du coup la pseudo-probabilité des classes pour faire une seule et même image à partir de toutes les estimations qu'on a fait sur les scènes Spot 6.7. Donc c'est un modèle qui a été entraîné à partir d'à peu près 1200 images scènes Spot 6.7 et donc à peu près 10 millions de patchs pour l'entraînement. Et donc voilà, donc une couverture annuelle, pour info, ça fait à peu près 250 images spot sur la France métropolitaine. Donc il y a aussi la super résolution, donc c'est assez simple à utiliser. Pour l'utilisateur, il a juste à cloner le dépôt, à télécharger le modèle qu'on a pré-entraîné, et puis à lancer le modèle, donc avec un petit code Python en fait, qui est juste quelque chose qui va faciliter, si vous voulez, le paramétrage de l'appli qui fait l'inférence, parce que c'est un peu verbeux, il faut dire au modèle, il faut donner le répertoire du modèle, il faut dire si c'est un modèle convolutionnel, il faut dire si, voilà, si c'est un modèle qui va prendre un certain volume en entrée et qui va produire un volume en sortie, donc il faut lui dire tout ça. Et ce qui fait de l'upsampling, donc là il fait de l'upsampling, donc voilà, tout ça en fait, on ne va pas demander aux gens de le rentrer à chaque fois, donc on a fait un petit code Python qui fait juste, voilà, qui facilite la vie à l'utilisateur. Et bon là c'est quelques petites images. Alors en fait c'est un modèle qui a été entraîné à partir d'une couverture Spot 6.7 pan sharpené avec OTB avec le mode bayésien là. Pour laquelle on l'a recalé avec les applis OTB pour recaler géométriquement les images et qu'on a calibré pour juste que les patchs y soient alignés radiométriquement. Donc rien de très compliqué. Et donc il y a à peu près 250 images et puis 150 000 patchs pour entraîner ce modèle de super résolution. Donc il a été entraîné que sur la France métropolitaine, donc ça c'est à Tours. Mais on a vu qu'il marchait quand même pas trop mal ailleurs. Alors bon, ça c'est à Amsterdam. Ah oui, pardon. Ben, à gauche c'est l'image Sentinel-2 originale. Donc c'est des images du pôle TEIA qui sont calibrées en top of canopy. Et donc à droite c'est l'image qui sort du modèle. Donc c'est l'image, c'est cette image-là qui a été transformée avec le modèle en fait. Donc ça c'est dans la région d'Amsterdam. Ça c'est à Lisbonne. Donc pour le moment ça va, on reste en Europe, tout se passe bien, on a encore à peu près le modèle qui fonctionne. Et ça c'est à Oklahoma City. Donc là c'est intéressant parce qu'on peut presque compter les maisons qu'il y a, alors que là on a plutôt une bouillie de pixels.
Et même si ces maisons sont un peu fantasmées, eh ben, on peut quand même mieux les compter que si on regarde une image comme ça. Ouais, alors c'est moins bon que si on calcule. C'est plus probable cette image-là que celle-là, voilà. Mais c'est sûr que bon, ça n'apporte pas, on ne crée pas de l'information, il faut bien s'en rendre compte. Mais par contre, ça permet de faire un peu de la déconvolution sur les pixels. Et quand on a des cibles comme ça, un peu, ben, on sait que dans la réalité, c'est une transition brutale. C'est assez facile pour le réseau d'imaginer cette transition. Et, par exemple, pour ce qui est de reconstruire les contours d'une parcelle ou d'une route, bah, finalement, ou d'un trait de côte, finalement, c'est pas trop mal. Enfin, c'est pas trop mal. Ça reste à étudier, bien sûr, mais en tout cas, nous, on visait pas à étudier ça, on visait déjà à mettre à disposition de la communauté scientifique un modèle qui marche et que les gens peuvent utiliser pour s'ils veulent le réentraîner ou bien le rebidouiller, et voilà. Et donc ça, c'était Oklahoma City, et ça, c'est en Chine, à Baidu. Je sais pas trop où c'est, mais c'est une zone industrielle. Magnifique paysage. Et donc voilà, vous voyez à gauche, donc ça c'est facile parce que c'est des bâtiments en tôle. Bon, ça, on doit trouver, je suppose, ce même genre de cible en France, donc le modèle a pu fonctionner. Bon, vous voyez que ça fait des choses, enfin vous verrez quand vous téléchargerez les images, ça fait un peu des trucs. C'est un peu bizarre, mais c'est plausible en tout cas. Voilà. Bon, là c'était des jolies images, c'était quand même pour vous montrer un petit peu. Mais OTBTF est aussi utilisé en production dans les centres d'expertise scientifique de TEIA. Donc là, vous avez un exemple avec l'humidité des sols. Donc on utilise OTBTF pour inverser un modèle de rétrodiffusion radar qui prend en entrée aussi l'image optique. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 6000 produits, 8000 produits, je me suis trompé. Et ils produisent à peu près 20 produits par mois, je crois, sur des sites qui sont un peu partout sur la planète. Et donc ça consiste à estimer l'humidité des sols à partir des images. Donc ça c'est pareil, vous pouvez aller sur le site de TEIA et télécharger les produits. Et l'autre, donc le deuxième centre d'expertise scientifique de TEIA, c'est l'urbain en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les bâtiments. La production des cartes, ça fait partie de la production de TEIA aussi. Et donc ça c'est encore un exemple. Je vais vous faire une démo live si ça marche. Donc c'est une RT qu'on est en train de faire pour le CNES, enfin qu'on est en train de terminer plutôt. Donc là vous voyez, c'est un exemple qui a le mérite d'être pratique parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entrées. On en fait d'autres trucs aussi avec des séries temporelles en entrée, mais là on utilise juste une image optique, une image radar. Et le but, c'est d'entraîner un réseau qui va nettoyer, virer les nuages dans l'image optique. Enfin, essayer de. Et donc, ça, c'est des captures. Donc, à gauche, vous avez l'image Sentinel-2 de TEIA en réflectance top of canopy. Et à droite, vous avez l'image qui a été processée avec le réseau de neurones et qui utilise donc une image SAR qui est acquise à la date la plus proche de l'image optique. Oui. Bah, moi non plus, mais je crois que c'est la bande C. Ouais. Euh, alors là, on a fait que descendant. Ça, on a entraîné un modèle sur le site, sur l'Occitanie. Donc il y avait 10 tuiles Sentinelle-2 et on a pris que les images descendants. On a fait ce choix, mais on aurait pu probablement prendre les deux. Le modèle aurait sûrement splitté un peu. Il aurait fait ce qu'il faut pour que ça marche avec les deux, je pense. Mais bon, là, c'est qu'une seule orbite. Parce qu'en fait, on avait un autre site d'études en Afrique. Et là, pour le coup, on n'avait qu'un seul orbite. Donc pour pouvoir mener notre étude et comparer les deux cas, bon ben on a dit allez on prend qu'un seul orbite parce que sinon ça va être un peu, on pourra pas comparer vraiment les choses. Ouais. Ah pardon, ouais, vas-y. En fait c'est, ouais en fait en entrée tu mets une image optique qui a des nuages ou qui a pas de nuages en fait, peu importe. Mais le but c'est de mettre une image optique qui a des nuages et une image radar qui est acquise le plus proche possible de cette image là. Non, tu prends le VV et le VH. Enfin nous on a entraîné notre modèle avec. Ah, ouais, bonne question. C'est les bandes à 10 mètres, ça. C'est que 4, 3, 2, 8. Mais on a un modèle qui marche avec les autres bandes aussi. Juste là. Ouais, ouais.
c'est ça. Bah, VVVH. Là, cet exemple-là, non, là, il n'y a qu'une seule image. On en a fait un aussi avec des séries temporelles, mais je ne vais pas en parler parce que... oui, tout à fait. Oui, il faut que les images, ça soit les... Non, 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 vraiment, en fait, c'est vraiment plus simple que ça. En fait, on a un réseau, donc lui, on concatène des images optiques et des images radar, on les met dans le réseau et lui, il sort une image optique qui est dénuagée. Et donc, pour l'entraîner, on utilise tout bêtement des images quelconques en entrée ici. Donc, nuage, pas nuage, on s'en moque, quoi. Et par contre, en sortie, on lui montre que des images qui n'ont pas de nuages et qui sont acquises, bien sûr, très proches des images en entrée, à une date très proche. Et comme ça, on l'entraîne à virer les nuages dans les images optiques. Ouais. Non, non, en fait, on a défini un domaine de validité du modèle. Donc là, je sais plus, je crois qu'on a pris 12 heures entre les images S1 et S2. Et donc, bien sûr. Ah, bah, tu peux pas lancer ton modèle. Il faut que le modèle. Ouais. Ben, vous allez voir que c'est compliqué pour le modèle de créer l'information, mais quand même, il arrive à faire des trucs. Ouais. Ouais. Ouais, non, effectivement, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Ben, on te présente ça à Toulouse en janvier, là. Fin janvier, on vient au CNES et ouais, ouais, bah si vous voulez venir, je sais pas si c'est possible. Des- Mais voilà, ouais, on présente ça en janvier au CNES. D'ailleurs, t'es dans la liste des mails, hein. Bon, je vais avancer un peu, si vous permettez. Alors là, voilà, c'est une autre capture. Vous voyez qu'il y a des nuages et des nuages. Et donc en sortie, on les a pas, mais vous pouvez constater que quand même le réseau, il galère un peu, c'est un peu flou. Forcément, il va pas. Le SAR, c'est pas le même domaine que l'optique, donc il va faire un peu ce qu'il peut, mais il peut pas toujours retrouver exactement les paramètres. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas non plus. Il n'y a pas de miracle, je veux dire. Mais quand même, on fait des choses qui sont vachement intéressantes, qu'on pouvait pas faire avant avec d'autres approches. Donc là, je vous propose de faire un petit truc un peu casse-gueule. C'est une démo live. Voilà, pour vous montrer que ça marche. Alors j'ai QGIS qui est ouvert ici. Le carré rouge, c'est un ROI qui contient des données, qui ne contient pas de données d'apprentissage. C'est-à-dire que là, le réseau n'a vu aucune donnée de ce qu'il y a là-dedans. Mais bon, il fonctionne de toute façon partout pareil, mais c'est par honnêteté que je mets ce petit rectangle. Et je vais produire, et donc j'ai une image Sentinel-2 qui, comme vous le voyez, comporte quelques nuages. Et donc là, je vais faire tourner le modèle qu'on a entraîné sur ce ROI. Et voilà, je vais générer l'image avec une image radar que j'ai mis de côté, qui est acquise pas trop loin. Et donc voilà. Donc là, je vais utiliser l'image Docker d'OTBTF3 qu'on a mis en ligne il y a quelques jours. Bon, je le lance en sudo parce que je suis un peu une quiche. En principe, vous pouvez vous affranchir de ça. Voilà. Je vais dans le bon dossier. Voilà. Ah non, ouais, data. Ok. Voilà. Et donc là, on va voir si ça marche. Fantastique. Bon. Donc voilà, je lance l'appli OTB. Donc alors là, je suis sur CPU, mon PC en mode éco d'énergie, machin, ça va pas être très rapide. Je génère une image de 1024 par 1024. Il faut savoir qu'avec un GPU, c'est plus rapide que bande maths. Mais bon, là, utiliser le modèle qui fait pas mal de convolutions avec mon CPU, c'est vrai que c'est pas hyper optimal. C'est pour ça que je fais une toute petite zone. Et de toute façon, le ROI n'est pas bien grand, donc ça tombe bien. Voilà, et donc là, je vais ouvrir une image que je viens de faire. Bon, j'ai déjà mis le chemin. Voilà, donc là je vais copier le style de l'image originale. Voilà. Voilà. Donc vous voyez avant, après. Bon alors après, attention, faut pas s'enflammer, hein. Vous zoomez sur un nuage, sur l'urbain, c'est cracra, hein, mais bon. Il va pas non plus inventer l'eau chaude le réseau. Donc là, par contre, ce qui est vachement intéressant, c'est dans les ombres et tout. Là, par exemple, on a une ombre portée. Bon, ben, il arrive quand même à retrouver des trucs. Et puis, il y a quand même des cibles sur lesquelles il se débrouille pas trop mal. La flotte, la forêt, enfin, tout n'est pas à jeter non plus dans l'image qu'il reconstruit. Et puis, il fait surtout ça avec une seule image.
on a des réseaux qui utilisent des séries temporelles d'images optiques et des séries temporelles d'images radar en entrée. Et donc le résultat est bien meilleur. Donc ça, on a quantifié dans notre étude. Mais c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est juste l'exemple le plus basique que je pouvais faire, surtout parce qu'il peut tourner sur mon PC, parce que c'est un tout petit réseau. Mais voilà. Donc, je vais passer à la suite, parce que là, le temps passe. Mais on pourra rediscuter de ça. Donc voilà, vite fait. Donc là, j'avais 3 sources dans mon réseau. J'ai déclaré une variable d'environnement qui me dit qu'il y a 3 sources dans mon modèle. Et comme ça, OTBTF, il va être capable de préparer la OTB application avec les bonnes sources, quoi. Donc là, je lui donne les inputs, donc mon image radar, mon image optique et un MNT. Donc on a trouvé que le MNT, ça permettait d'aider un petit peu la reconstruction, et on pense que c'est aussi lié à l'image radar parce qu'il y a des corrections que le MNT va permettre de faire. Ouais, c'est SRTM, ouais, ouais, ouais. Donc il n'est absolument pas à la résolution de l'image, mais là on fait la même technique que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le réseau, on fait des downsampling, à un moment on injecte le MNT à la bonne échelle, et on re-upsample ensuite les features. Et puis on donne les noms des placeholders, donc les fameux inputs que je vous avais expliqué tout à l'heure. Et voilà, le reste c'est les paramètres du modèle. On dit que c'est un modèle qui est fully convolutionnel, qui va nous produire un volume en sortie de temps, qui à partir d'un volume en entrée de temps, etc. Et puis là, j'utilise un nom de fichier, un extended file name d'OTB, juste pour faire un ROI sans avoir à... Voilà, pour faire simple, pas pour... Voilà. Donc je jetterai juste un petit subset de l'image en sortie. Alors ça, c'est une animation qu'on a fait avec un réseau qui, celui-ci, utilise une série temporelle en entrée. Donc là, on a dénuagé 4 ans d'images Sentinel-2 sur un ROI qui est dans le Gers, voilà. Donc ça vous donne une idée un peu de ce que ça fait. Et donc voilà, bon. Voilà. Je vais peut-être pas attendre jusqu'en 2020, bon. Et bon, c'est un peu... Nous, on trouve que c'est un peu mieux que le gapping. Déjà, on a vérifié numériquement que c'était un petit peu supérieur en termes d'interpolation. Et ensuite, ça ne fait pas d'artefacts qui sont liés au masque nuage. Là, il n'y a absolument pas de masque nuage. On balance les images et basta. Ouais. Ouais. Ouais, mais en fait, on n'utilise que 3 dates. On fait des mini-séries de N dates. Donc là, il y en a 3 qui ont été utilisées. Ben, en fait, là, c'est un réseau qui, c'est un réseau convolutionnel, tout bête. Au lieu de prendre une image, il en prend 3, c'est tout. Donc vraiment, chaque image est traitée de la même façon que précédemment. C'est juste qu'on prend l'image avant et l'image après qui est dispo. Qu'elle ait des nuages ou pas d'ailleurs. Donc on n'a aucun a priori sur la quantité de nuages qu'il y a d'une image. Là, on a utilisé toutes les images qui étaient dispo sur le site de TEIA. Voilà. Mais bon, la présentation d'aujourd'hui, c'est pas une présentation sur le deep learning. Donc voilà, je vais vous parler des graphes computationnels de TensorFlow, donc des graphes qui n'ont pas de variables du coup. En deep learning, en fait, on va entraîner les variables d'un graphe, et là, on va faire un graphe qui n'a pas de variables. Donc c'est un peu moins sexy, c'est sûr. Si on revient à notre exemple du produit scalaire, on va définir un graphe avec Keras, c'est hyper simple, et ensuite on va pouvoir l'exporter comme ça. Finalement, quand on entraîne un modèle de deep learning, c'est pareil, mais avant ça, on a tout un truc d'entraînement, voilà, on entraîne le modèle et ensuite on fait le save du CV de modèle. Donc c'est le CV de modèle qui résulte de la sauvegarde de ce truc-là qu'on va utiliser ensuite dans le module OTBTF. Donc alors là, c'est une appli qui fait le produit, je vais peut-être pas la lancer, on n'a pas trop le temps, mais c'est une appli qui fait le produit scalaire entre en plus 2 fois la même image. Bon, pas hyper utile. Donc là, vous voyez que j'ai 2 images en entrée et je dis à OTBTF qu'il y a 2 sources. Donc je fais l'inférence de cette façon. Maintenant, je peux aussi définir une constante. Donc là, je l'ai appelée A. Donc dans mes inputs, vous pouvez remarquer que là, cet input-là, il n'a pas la même tête que celui-là. Donc là, c'est bien un truc avec un tenseur avec des dimensions qui sont propres à une image. Et là, c'est juste un truc quelconque qui est plutôt un vecteur ou un scalaire. Et donc ça, c'est une constante que l'utilisateur va pouvoir amener dans le modèle et la passer à travers l'appli TensorFlow Model Serve d'OTBTF. Donc en fait, on fait la même chose, on fait le produit scalaire. Là, il y a un broadcast, c'est-à-dire que on a le tenseur X et le tenseur A qui n'ont pas la même taille, et TensorFlow va être capable de le généraliser à tous les éléments de X.
Donc on crée le modèle de la même façon, on dit toujours qu'on a les inputs X et A en entrée du modèle. Et là, cette fois-ci, donc on va mettre une seule image pour X, et cette fois-ci, on va dire que le modèle, il a ce qu'on appelle des user placeholders, c'est-à-dire des constantes utilisateurs, en fait. Et donc on peut lui passer des vecteurs ou des scalaires aujourd'hui, des vecteurs de float, de int ou bien de booléen. Pour le moment, on supporte que ça, mais ça permet de faire déjà pas mal de trucs. Donc voilà, bon, c'est pas très utile. Là, on va faire le produit scalaire pour chaque pixel de A avec le pixel de X. Donc là, c'est quelques petits benchmarks qui comparent. Bon, alors c'est vraiment utiliser un bazooka pour tuer une mouche, mais on veut juste montrer que c'est rapide quand même si c'est un bazooka. Et donc là, on compare ça à BandMath. Donc ce que vous avez ici, c'est le temps de calcul tout compris, qui est sorti par le log d'OTB. Et ça, c'est le temps de calcul corrigé, c'est-à-dire qu'on a viré le temps de calcul, le temps nécessaire pour l'écriture de l'image en sortie. Donc il y a des images à une bande, quand un produit scalaire par exemple, c'est qu'une seule bande, et là c'est 4 bandes. Donc on a viré les temps d'écriture qui correspondaient à ces deux cas de figure. Donc voilà, bon, vous voyez que là, même si on ajoute 1 à tous les composants du pixel, c'est plus rapide que BandMath. Bon, après je sais, BandMath n'est pas un exemple, n'est pas un foudre de guerre. Il est bien utile, mais c'est vrai qu'il n'est pas très rapide. En fait, ça c'est le temps que tu as au total. Et le temps d'écriture pour 4 bandes, ça c'est une image Sentinel 2 en entrée, c'est 32 secondes. Donc en fait on le soustrait à... En fait le temps corrigé c'est ce qu'on a entre parenthèses. Donc là on a viré les 32 secondes qui correspondent à l'écriture du fichier géotif. Donc voilà, et puis là vous avez le modèle à chaque fois, j'ai pas précisé, mais vous avez le modèle TensorFlow qui correspond. Alors ça c'est la norme euclidienne, donc là on fait à la SQRT du produit scalaire avec Bandmatix, je pense que c'est le moyen le plus efficient. Donc voilà, on est presque 3 fois plus rapide. Voilà, bon, TensorFlow c'est assez simple de faire une norme euclidienne. Pareil pour le produit scalaire, bon ça forcément, on aura juste enlevé le SQRT ici. Là j'aurais pu faire aussi, comme je disais tout à l'heure, un produit matriciel à la place, mais bon, c'est fait comme ça. Alors ça c'est un produit matriciel, donc là ce que je fais, c'est en fait la somme des vecteurs qui est formée par l'image 1 et l'image 2. Donc je crée une matrice et je multiplie par un vecteur quelconque. Donc là j'ai pris un vecteur 1, 1, 1 avec voilà. Donc en TensorFlow l'implémentation c'est ça, et BandMath l'implémentation c'est ça, et donc là on teste un peu la puissance de calcul sur juste des opérations calcul matriciel tout bête. Donc on voit que là on commence à creuser l'écart, et c'est normal parce que TensorFlow il est fait pour ça. Et en fait, plus on a un modèle compliqué qui va manipuler des tenseurs un peu balèzes, et plus mieux ça va marcher. En fait. Là, les produits scalaires, on ne va pas gagner grand-chose. Dès qu'on va commencer à faire des calculs matriciels, ça va commencer à être intéressant. Donc, indépendamment de l'IA, en fait, tu utilises ça et... Voilà, alors en fait le message... Ouais, c'est ça en fait. Voilà, en fait le message, c'est qu'en fait on peut coder des modèles déterministes, je sais pas comment on peut dire. Donc en l'occurrence, ça c'est un modèle. On peut les coder en Python, parce que là c'est du langage Python, on les génère on les exporte en CV de modèle TensorFlow, et ensuite on les fait tourner dans cette appli ici qui vient du module externe OTBTF. Et ouais. Bah, j'ai pas eu le temps de mesurer, effectivement. Le problème que j'anticipe, c'est la mémoire, parce qu'en fait, on a dit, si tu... Est-ce que ça va pas affecter la mémoire? Ben si, en fait, alors c'est un peu la limitation de OTBTF. Comme on ne contrôle pas la quantité de mémoire que va bouffer TensorFlow, en fait, c'est à l'utilisateur de dire, bah, utilise tel footprint. Pour le moment, il n'y a pas de... Ouais, on a des trucs par défaut qui sont un peu des... En fait, on a des trucs par défaut qui sont des fail-safe, et du coup, ça ralentit le truc, parce que forcément, on prend des tout petites footprints. Et du coup, c'est pour ça que je désactive, dans mes exemples, je désactive ce truc, comme ça ouais, bah forcément il sera meilleur parce qu'il y a moins de... Là, on prend vraiment la pelleteuse, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, on prend TensorFlow pour ajouter 1 à un vecteur. Mais moi, ce que je voulais, je termine juste ça et après je réponds aux questions. Ce que je voulais juste en venir, c'est qu'en fait on peut utiliser ça pour faire des choses assez complexes
qu'on ne pouvait pas forcément faire en OTB avec les applis, et effectivement on peut les faire avec des foncteurs, sauf qu'en fait il y a de moins en moins de gens qui savent coder en C++, c'est dramatique, et bon, les gens ils sont en Python, et c'est vrai qu'en Python, on peut faire ce genre de truc assez, en une journée c'est plié. Là typiquement c'est des collègues qui travaillent sur la détection de scolytes, donc en fait c'est des bestioles qui viennent bouffer les arbres, et ça fait changer la trajectoire de certains indices de végétation dans les images optiques. Donc l'idée c'est quand un arbre est normal, on a donc une fluctuation, c'est un modèle harmonique, voilà. Et quand il y a les bestioles, ça part en cacahuète. Donc on peut les détecter comme ça. Donc pour faire ça, il faut modéliser en fait le signal avec donc un modèle harmonique à 5 fréquences pures et à 5 harmoniques, je veux dire. Et donc après on va pouvoir mettre des seuils et détecter, que ce soit en hiver ou en été, l'apparition de ce parasite qui en fait est très, c'est le scolyte, donc apparemment c'est assez redoutable. Il faut le détecter très vite, quoi. Il ne faut pas attendre. On ne peut pas se contenter de mettre juste un seuil et de dire ah ça dépasse, là c'est déjà foutu, il s'est déjà propagé ailleurs et c'est compliqué de le trouver. Donc en fait là en quelques lignes on peut coder le modèle qui fait ça. Voilà, c'est quand même pas non plus énorme, alors que l'effort à faire en C++, allez c'est reparti dans VNL Matrix ou bien la PAC ou je sais pas quoi, enfin c'est parti, il faut payer un mec pendant 2 mois pour faire ça. Alors certes ça sera super performant, mais voilà, quand on a un projet de recherche et qu'on veut rapidement valoriser quelque chose, finalement, bon, bah, les gens ils codent en NumPy. Il faut savoir que TensorFlow c'est extrêmement proche de NumPy la syntaxe, donc les gens ne sont pas trop perdus. Ça c'est hyper simple à débugger, il suffit d'en entrer, de balancer un signal ici en NumPy array et de débugger, de faire des plots et de vérifier qu'on ne se plante pas, quoi. Alors qu'en C++, il faut être malin, il faut connaître, il faut faire des logs, après il faut mettre ça, faire des plots avec je sais pas quelle librairie à côté, enfin bref, voilà, c'est pas le même boulot, et ça permet un peu soyons francs, de faire du travail un peu sale plus rapidement, mais qui marche. Voilà. Et du coup, bon bah là vous voyez qu'on calcule, on a un modèle, on fait fitter le modèle, alors on vire les pixels pour lesquels le rang n'est pas suffisant, on fait une régression au moindre carré, voilà, on trouve les paramètres du modèle, et ensuite on remet les paramètres en sortie si on avait assez de pixels pour estimer ce modèle. Et puis voilà, donc là on crée juste le modèle avec ce code, et ensuite on exécute le modèle, donc on fait... bon, je sais pas si j'ai le temps de le faire. Si, j'ai le temps de le faire. Bof. Bon, il y a des questions après, je vais pas le faire, mais en gros, voilà, c'est assez simple. On génère le modèle, on liste les rasters, on les trie par ordre chronologique, on sort les dates, donc cette méchante commande bash, ça sert juste à récupérer les dates sous format JJM, YYYY, avec des slash entre, et puis tout ce qu'on fait, c'est on appelle l'appli, on lui dit en entrée de la source, on met les fichiers. Le user psolders, donc cette fameuse constante, ben, c'est un vecteur de date. Et puis c'est tout. Voilà. On lance le modèle, on a nos 5 paramètres, paramètres du modèle harmonique qui sont trouvés. Donc la conclusion, c'est que bon, c'est bien pour le deep learning, mais c'est bien aussi pour les gens qui font des calculs tenseurs un peu compliqués, ça peut être utile, plutôt que de recoder un truc from scratch avec NumPy et je sais pas quoi. Et ça, on peut le mettre en streaming dans des applis, on peut le faire tourner sur GPU, donc parfois c'est pas hyper, on va pas gagner grand chose, je pense au calcul matriciel, c'est pas pour le produit scalaire, clairement on va pas gagner grand chose à faire tourner sur un GPU, encore que. Mais il y a certaines applis, on voit bien que dès qu'on fait des convolutions dans les images, on gagne vachement de temps de calcul, donc le GPU peut être un petit coup de pouce. Et ensuite, on peut bien sûr utiliser Python pour coder un pipeline avec les autres applis OTB. Bon, c'est un peu Python dans C++ dans Python, mais... Et j'ai fini, alors peut-être qu'on aura le temps de hacker un peu avec OTBTF3, qui est la release candidate 2 qu'on a mis en ligne donc cette semaine pour ces journées, qu'on puisse le tester un peu pendant le hackathon. Donc on a fait plusieurs images Docker parce que, voilà, comme je disais, compiler TensorFlow, c'est pas très sympa. Là au moins il y a une image Docker, ceux qui n'ont pas de GPU ils peuvent utiliser une image qui est avec TensorFlow version CPU, et ceux qui ont un GPU ils peuvent utiliser l'image GPU de OTBTF. Pour info, nos projets de recherche, on utilise le calculateur de l'IDRIS, Jean Zay, en conteneur Singularity, on utilise notre image de TensorFlow, et il y a encore quelques temps elle était plus rapide que les modules officiels qui étaient installés à l'IDRIS, parce qu'ils avaient fait une petite merde de compilation de TensorFlow, mais
Du coup, ça peut être sympa d'éviter de passer 2 mois au téléphone avec un ingé d'un cluster pour qu'il installe toutes les librairies qui vont bien et tout. Là, au moins, un environnement avec tous les trucs. Et ben voilà, il y a une version de développement pour les gens qui codent en C++, puis une version normale. Et on peut recompiler OTB dans cette version, donc ça pourrait être intéressant au hackathon de peut-être essayer de voir si la version 8 elle passe comme ça, ou si il y a des petits trucs qui bloquent. Il y aura forcément des petits trucs qui bloquent. Et voilà, bah, j'ai terminé et j'ai un peu dépassé, je suis désolé. Donc s'il y a des questions, ouais. Sinon vous pouvez venir me voir après. Enfin, ouais. Sur la partie, ton code il s'exécute de la même façon en GPU et en CPU en fait. Ouais, tout à fait. Donc c'est plus une question de qu'est-ce que tu as comme hardware. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça en fait on s'embête pas, hein. C'est TensorFlow qui fait. On ne fait absolument rien du tout du côté OTB. Et tout ce qui change, c'est que le Docker GPU il utilise une image Docker de NVIDIA qui inclut des runtime pour ces GPU dans Ubuntu 20, le dernier Ubuntu. Et puis l'autre, c'est juste le Docker d'Ubuntu 20 de base. Quoi. Bon, bah merci.